tous et bienvenue dans cette quatrième vidéo rétrospective de mes travaux sur l'année 2025. Donc aujourd'hui c'est une vidéo sur des romans graphiques que j'ai écrit cette année. Donc ce sont comme leur nom l'indique, hein, des romans graphiques accompagnés essentiellement de dessins en noir et blanc, un peu style croquis. Alors les dessins ne sont pas de moi, c'est des dessins qui ont été faits avec intelligence artificielle. Et donc j'en ai écrit un total de 6 cette année sur plusieurs thèmes qui me tenaient à cœur. Et donc je vous propose cette vidéo pour les revisiter ensemble. Donc le premier c'est Sketches from the IT Corner. Donc c'est un roman graphique sur le métier de technicien de support. C'est tiré de mon expérience personnelle parce que moi je n'ai pas du tout de formation d'informatique. J'ai un parcours qui est un peu atypique dans le domaine. J'ai eu un bac littéraire, j'ai eu une licence de géographie et j'ai encore changé de branche. J'ai fait un master en entrepreneuriat et développement d'activités. J'ai en plus de ça été environ un an dans l'industrie textile en tant qu'artisan à mon compte. Et mon premier travail, c'était un travail de business analyst. Et c'était un travail un peu de cadre, hein, un peu basique, donc bon, un peu cliché, avec des réunions qui n'en finissaient pas et des PowerPoint. Et j'ai eu envie de faire quelque chose de plus concret, de plus utile aux autres. Et dans ce poste, en fait, j'ai eu l'opportunité d'avoir un peu une casquette de support sur le logiciel que commercialisait l'entreprise. Et donc, tout simplement, ce qui s'est passé, c'est que j'ai cherché un travail en rapport avec ça, et donc j'ai trouvé un poste de technicien de support IT, enfin plutôt une sorte d'ingénieur support, on va dire. C'était un peu l'équivalent vu l'émission. Et donc, ça fait environ un peu plus de... Ça fait depuis à peu près quelle année? Ça va faire au moins 5 ans, 5 6 ans que je travaille dans ce domaine. Et donc ce roman graphique, c'est un peu un hommage à un métier qui est très invisibilisé, qui est un peu vu comme n'ayant pas trop de valeur sociale, mais puis qui pourtant est hyper important au fonctionnement des services informatiques, de l'économie, au même titre que d'autres métiers comme standardistes ou des choses comme ça. Donc c'était une manière de rendre un peu hommage aux invisibles. Donc ça raconte un peu tout mon cheminement avec des événements, on va dire un peu marquants, à la fois sur ma carrière de technicien de support et en même temps on va dire des petites anecdotes un peu rigolotes qui viennent typiquement du métier de technicien de support. Et c'est une façon aussi un peu de présenter un peu des fois même si on travaille en équipe, des fois il y a une forme un peu des fois de solitude dans ce métier. Euh, que le poste soit, on va dire, à distance, donc par téléphone ou par mail, ou que le poste soit des fois en présentiel, en physique, parce que même si vous avez une équipe, il y a des réunions, etc., très souvent, quand il y a des difficultés, vous êtes un peu seul alors vous pouvez trader, mais il y a quand même une certaine solitude, et donc c'était intéressant de parler de tout ça. Donc le roman commence par la fameuse lettre d'embauche pour mon nouveau métier. Donc je quitte mon poste de business analyst pour devenir technicien de support, donc c'est en avril 2019. Et donc, c'est un peu par pur hasard, quoi. J'ai vu cette offre et j'ai postulé en disant que ça pouvait m'intéresser. Donc, comment on appelle ça, l'employeur a été ils ont été convaincus et donc j'ai été embauché sur ce poste avec un contrat en CDI. Et c'était une entreprise en plus très intéressante parce que elle était spécialisée dans le stockage de la donnée sensible et dans tout ce qu'on appelle les certificats, enfin tout ce qui est un peu identité électronique, donc certificat numérique et signature électronique. Donc, je raconte plusieurs anecdotes. Donc là, par exemple, c'est le rôle d'un bon manager. Donc sur ce premier poste, mon manager est en plus assez rigolo et donc il m'a beaucoup accompagné pour m'apprendre de beaucoup de choses, à la fois bon, des produits et de ce qui était commercialisé par l'entreprise et puis des ficelles aussi du métier. Parce que moi, quand je suis arrivé dedans, je n'avais aucune formation d'informatique. Donc je ne connaissais même pas, je ne savais même pas ce qu'était un outil de prise en main à distance. Donc j'ai vraiment tout appris. Et donc je le remercie lui en particulier, même si je ne le nomme pas pour sa patience et puis pour son humour. Donc j'ai eu l'occasion de faire, en plusieurs années d'expérience dans le support informatique, j'ai fait à peu près tout en fait. J'ai fait des choses un peu techniques, comme ce qu'on voit là à l'écran, donc ce qu'on appelle des appels faut gérer ou faire le support sur des API, dont je parle un peu après. J'ai fait des choses un peu plus basiques, hein, comme tout simplement faire ce qu'on appelle un peu du helpdesk, hein, c'est-à-dire
régler des petits problèmes de bureautique ou aller par exemple dans des bureaux sur un poste, c'était le cas pour aider un VIP ou un salarié en difficulté, je sais pas moi, avec un écran dans son bureau, dans son open space. Et puis j'ai fait bon, des choses techniques comme les API, des fois du logiciel. J'ai fait aussi certaines expériences des produits, on va dire physiques. Notamment, j'ai fait du support sur enfin, avec une entreprise qui faisait de la location de scooters ou une autre qui mettait à disposition des lockers dans des magasins. Donc j'ai un peu touché à tout. Donc pour les termes techniques dans cet article, parce que je trouvais que c'était important, j'ai introduit en anglais et en français ce que ça veut dire. Donc ici, une API, ce qu'on appelle une interface de programmation d'application. Je rentre pas dans le détail sur comment ça marche, mais en gros, comme son nom l'indique, c'est une interface. Et en gros, les personnes qui ont besoin de s'en servir peuvent faire des appels de différentes façons à cette interface. Et c'est souvent utilisé pour notamment soit récupérer de l'information, soit par exemple dans le cadre d'un système de signature électronique. Bah, par exemple, bah, vous envoyez le document, la machine travaille pour le signer numériquement et vous le renvoie. Voilà, enfin, des choses comme ça. Donc on voit beaucoup les API, notamment bah, dans tout ce qui est la dématérialisation. Pardon. Donc, souvent sur mes travails, j'ai eu l'occasion aussi de faire des choses, des fois un peu plus poussées, on va dire du plus quoi, qui n'était pas demandé par les managers. Donc par exemple là sur ce poste, sur ce point de travail, des fois faire un peu de programmation informatique, enfin, c'est un grand mot, mais faire des fois on appelle ça du packager des petits kits un peu de prise en main des produits donc dans différents langages de programmation. Et donc il y a une anecdote un peu rigolote ici dans cette entreprise. On m'avait demandé de faire un test de charge. On ne savait pas du tout combien le service pouvait accepter, enfin quelle pouvait être un peu la taille maximale d'un document. Et donc j'ai fait un truc pas très sympa, j'ai vraiment mis le paquet et ça a causé un certain nombre de problèmes parce que c'était en production et donc vous aviez des vrais clients qui étaient impactés. Bon, après ça a été remis en route en quelques minutes, mais on a eu un peu des sueurs froides. Donc je présente aussi les outils qu'on peut utiliser comme technicien de support, donc je reviens pas sur le détail, mais bon, il y a les outils de prise en main à distance pour gérer les tickets, il y a un certain nombre des fois d'outils un peu techniques pour suivre par exemple l'état d'un service, etc. Donc c'est des choses qu'on apprend euh, sur le tas. Et en plus, de toute façon, aujourd'hui, beaucoup d'entreprises utilisent les mêmes logiciels. Donc, même si vous changez de poste régulièrement, normalement, les technologies n'évoluent pas, on va dire, dans tous les sens. Par contre, ça m'est arrivé une fois, effectivement, dans une entreprise, de un peu régresser parce que très peu d'investissement avait été fait pour le support. Et donc, ça faisait un peu, c'est un peu étrange de devoir retravailler avec des fichiers Excel ou des notes qui se baladaient un peu comme ça et pas d'avoir de vrais outils. Je plaisante aussi sur les pauses, parce que moi je suis fumeur et alors je sais pas pourquoi, je n'ai jamais travaillé dans un service IT où il y avait des fumeurs, ou c'est peut-être arrivé une seule fois dans toute ma carrière, et donc des fois ça a été un sujet un peu de contentieux avec certains managers, mais bon, comme je suis quand même professionnel en général ça passe. Mais j'en parle aussi parce que justement par rapport à la solitude, bah, ça dépend où vous travaillez, mais moi ça m'est arrivé sur certains postes, ou même des fois dans d'autres, vous avez des fois des semaines, des périodes qui sont très chargées, et ça fait du bien de pouvoir un peu décompresser. Et j'en parle parce que certaines personnes, notamment en call centers, ne peuvent pas avoir, n'ont pas ce luxe, cette petite autonomie en termes de gestion du temps, parce que les call centers, bah, vous savez, ils tournent tout le temps, et donc il y a des plages horaires très strictes, et donc on ne peut pas se permettre de louper des appels ou de rappeler plus tard. Et donc, bah, eux, ces gens-là travaillent vraiment sous pression. Donc moi, la chance que j'ai eue, c'est d'avoir toujours un peu une petite autonomie dans mon travail, dans la gestion de mon temps au quotidien. Je raconte une expérience qui est intéressante, c'est ce qu'on appelle le IT Corner. Donc sans doute que peut-être dans votre entreprise, vous avez un endroit où vous avez un ou plusieurs techniciens informatiques, ou peut-être, je sais pas, le local du service informatique, et vous pouvez venir avec votre ordinateur, poser des questions, etc. Ça ne marche pas. Et donc, bah, moi, je l'ai fait dans une entreprise, et bah, c'était une expérience qui était assez intéressante. Alors des fois, ça peut être un peu stressant quand on est tout seul et qu'il y a beaucoup de monde, mais enfin, en tout cas, c'est quelque chose de bien quand vous aimez la proximité avec les gens. Et puis, quand vous aimez être dans le concret, parce que souvent les gens ils viennent vous voir, ils ont leur ordinateur ou leur souris ou ce que vous voulez, ils peuvent pas s'en servir, et donc c'est bien de pouvoir les dépanner. C'est d'autant plus intéressant que l'entreprise où j'étais était très exigeante sur la qualité du service, et donc sans tomber non plus dans la caricature d'un service VIP++. Il y avait un soin qui était apporté sur
je veux dire, même ne serait-ce que la propreté de ce qui était donné au prêté à des salariés. Les ordinateurs étaient lavés avant d'être, enfin, essuyés, notamment l'écran, etc. Bon, ça peut paraître basique, mais il y avait vraiment un soin, une discipline qui était un peu en place et c'était bien parce que c'était motivant, donc à la fois aider les gens et en même temps avoir de bonnes habitudes au quotidien. Donc ça, bon, je parle vite fait dans ce paragraphe de ce qu'étaient les lockers et les scooters. Donc c'est pour ça que c'est des expériences qui étaient assez enrichissantes, parce que quand vous travaillez avec des produits, on va dire, physiques, comme un locker dans un magasin ou des scooters, il y a beaucoup de problématiques que vous ne rencontrerez pas, par exemple, je sais pas moi, sur du support bureautique ou logiciel. Donc là, des fois, il faut gérer des pannes matérielles, on ne sait pas où sont les équipements, etc. Enfin, c'est intéressant parce que ça vous oblige en fait à travailler avec plusieurs équipes. Donc par exemple, prévenir quelqu'un qui s'occupe de la flotte, déployer un technicien à telle adresse, etc. Donc ça demande des compétences un peu transverses en termes de communication. Ça, c'est une anecdote un peu rigolo. Alors moi, moi, j'aime pas à titre personnel ce qu'on appelle un peu la politique en entreprise. Moi, je m'en mêle pas des histoires un peu je sais pas, de réputation, de machin, de trucs qui aura une promotion pas l'année prochaine. Mais je raconte une anecdote qui était un peu drôle parce que je m'entendais bien avec une personne qui travaillait dans un service commercial. Et pour des raisons que j'ignore, ça avait été mal interprété. Pourtant, il n'y avait rien eu de spécial. Mais j'en parle parce que c'est intéressant, parce que, comment on appelle ça? Que ce soit technicien ou autre chose, il y a toujours une part quand même un peu de sociabilité dans l'entreprise où vous êtes. Et moi, j'ai beaucoup travaillé à certaines époques dans les entreprises où il y avait pas que du support informatique, il fallait se coordonner avec d'autres équipes. Donc des fois, je dis pas que il y avait de l'amitié, mais en tout cas, il peut y avoir ouais, des relations de travail de qualité qui pouvaient se nouer. C'est intéressant. Et ça, encore une fois, c'est pas toujours possible dans tous les métiers de technicien de support. Ça dépend des entreprises où vous travaillez. Donc voilà, bon, c'était un peu l'anecdote qui était un peu, un peu amusante, et puis le sujet sérieux on va dire, du relationnel au travail. Donc moi, je t'explique aussi quelque chose qui me plaît beaucoup dans ce métier, c'est bah, expliquer. Donc souvent, des fois, bon, vous avez des gens qui sont pas curieux, des fois, vous avez des gens qui veulent, des utilisateurs ou des clients hein, qui veulent comprendre comment les choses marchent vraiment de bout en bout. Donc je trouve que c'est pas mal quand vous avez des gens comme ça en face de vous, de pouvoir faire un peu de pédagogie, ce qu'on appelle des fois un peu de l'éducation, parce qu'à la fois, bon, c'est vrai que ce sont des gens qui vous dérangeront pas tout le temps, mais en plus, ils sont un peu acteurs de ce qu'ils font, quoi. Ils s'occupent de leurs ordinateurs quand c'est des salariés, ou vraiment ils apprennent à être autonomes avec le produit que vous commercialisez, que ce soit une API, un logiciel ou ce que vous voulez. Alors je raconte des choses moi qui m'ont jamais plu, c'est les afterwork. Alors si une fois ça m'avait plu, c'était je sais plus dans quel poste, parce qu'en plus je m'entendais bien avec une cadre et puis on avait beaucoup échangé parce il y avait un échange de cadeaux pour une affaire de fête de Noël qui était organisée par l'entreprise. Mais souvent bon, moi je trouve que c'est des moments qui sont un peu voilà bon, un peu convenus, un peu avec des apparences. Ça fait un peu, enfin moi je comprends après l'objectif des entreprises, hein, ça fait un peu un moment un peu de soupape, un peu plus de ce qu'on appelle de cohésion, etc. Bon, moi, ça n'a jamais été ma grande passion, mais ce que j'aimais bien, c'est que quand j'étais à Paris, cet événement était souvent sur des péniches, et donc bah, je pouvais un peu m'isoler, fumer ma cigarette sur la péniche et regarder la scène, voilà ce que je trouvais sympa. Puis des fois, discuter un peu avec des gens comme ça, mais sans forcer. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai pas souvent fait, mais ça peut arriver, certains postes, hein, que c'est un peu quasiment de la manutention, hein. Donc là, c'était un souvenir qui était un peu, un peu cocasse. Je devais récupérer des ordinateurs dans des open space, et donc j'avais un gros chariot. Et en plus, il y avait des gens qui étaient là et tout. Enfin, c'était pas facile. Et à un moment, je me suis retrouvé avec un chariot gigantesque. Et donc, ça m'a rappelé des souvenirs qui n'ont rien à voir quand j'étais manutentionnaire en job d'été, enfin, pendant les jobs d'été quand j'étais étudiant. Je parle également de tout ce qui est le sens du contact, et notamment bah, quand vous êtes technicien de support, passer un temps considérable au téléphone. Donc, pas simplement à réceptionner des appels ou à des fois vous coordonner avec des gens ou à résoudre des choses à distance. Et donc, enfin, moi en tout cas, c'est les choses que je préfère. J'aime bien le contact, on va dire, vocal, verbal avec les personnes. Et en plus, quand vous êtes depuis longtemps dans une entreprise, une structure, c'est l'occasion des fois de nouer comme je disais, des relations professionnelles, des fois de qualité qui peuvent être enrichissante. Et donc je termine ce petit roman graphique avec un souvenir qui était plutôt gentil, parce que dans cette entreprise, je prenais beaucoup de café, je buvais beaucoup, et donc on m'a fait un petit message pour dire que, qu'on appelle ça, c'était, comment je pourrais dire, bah, que le sort de rituel du café avait un peu marqué certains salariés. Donc voilà, pour ce roman, enfin ce roman graphique, Sketches from the IT Corner. Et donc également une petite conclusion pour dire,
que moi j'aime beaucoup ce que je fais, hein. C'est un vrai choix, même si j'ai accepté de perdre un peu un statut social et un peu même quelque chose un peu de l'ordre du financier, parce qu'on est moins payé, on est plus invisibilisé, les gens des fois nous considèrent moins, mais moi je trouve que c'était bien d'avoir un métier utile qui fasse du sens au quotidien. Donc le deuxième roman graphique, c'est The Silent Commonwealth Graphic Novel. C'est un roman graphique que j'ai écrit après avoir écrit un autre article sur ce qu'on appelle le protectorat en Angleterre. Donc c'est une époque, environ une décennie, où le personnage est connu, Oliver Cromwell, a dirigé ce qui était l'Angleterre plutôt que le Royaume-Uni. Avec une particularité, c'était après après plusieurs guerres civiles en Angleterre, et c'est une époque où il n'y a plus de monarchie. Donc Oliver Cromwell avait établi une dictature militaire et surtout une dictature puritaine, parce qu'il était puritain, et donc il était très attaché à la religion. Et donc j'ai écrit cet article sur lui, le régime, etc. Et donc j'en ai fait une nouvelle graphique pour un peu explorer cette partie un peu sombre de l'histoire de l'Angleterre. Pendant 10 ans, l'Angleterre a vécu un peu sous cloche avec une dictature militaire et un régime très strict sur la morale, etc. Et donc le prétexte que je prends, c'est un Français qui part en Angleterre et qui doit remettre un mystérieux courrier directement à Cromwell. Et donc, ce qu'on appelle ça, le voyage de ce Français, c'est un prétexte en fait pour essayer de capturer un peu l'ambiance un peu sombre, un peu oppressante de l'Angleterre, alors sous le régime de protectorat d'Oliver Cromwell. Donc, vous avez les dessins, et puis également j'ai intégré un certain nombre de documents historiques. Donc, comme par exemple ici, vous avez ce qui pourrait être l'espèce de constitution écrite du régime de Cromwell. Donc on suit le personnage à travers différentes destinations, dans une ville qui est probablement Londres, même si c'est pas dit dans le texte. Et donc je fais des rappels, je raconte son histoire, en même temps je cale des informations historiques. Donc, par exemple, là, notre ami est arrivé, enfin il est descendu du bateau, il est arrivé en Angleterre, et il doit rencontrer ce qu'on appelle un major général. Et donc j'explique qu'à l'époque, Cromwell avait divisé l'Angleterre en fait en districts militaires qui étaient dirigés par un général. Et j'explique qu'à l'époque, ce système était très impopulaire parce que, bon, au-delà du côté dictature militaire, c'était un régime assez oppressif sur le plan moral et religieux. Ce qui d'ailleurs est un peu, pas ironique, mais presque, parce que Cromwell avait pour souhait, enfin en tout cas sur le papier, normalement le protectorat à l'époque était une république, donc il n'y avait plus de famille royale, enfin, il n'y avait plus de roi, donc ça a duré 10 ans, donc c'est vraiment pas une anomalie, mais presque dans l'histoire de l'Angleterre. Et donc voilà, donc à chaque fois j'intègre des informations un peu historiques avec des gravures ou des choses de l'époque. Donc je discute également effectivement, comme je disais, du puritanisme à l'époque de Cromwell. C'était presque une obsession pour eux parce qu'ils avaient pris énormément de mesures juridiques, par exemple pour fermer les théâtres, pour encadrer des choses autour de la moralité comme l'adultère, etc. Le régime était à la fois très dur et très strict et assez impopulaire finalement auprès de la population. Donc, notre ami se déplace. Donc là, par exemple, vous avez effectivement le paragraphe sur les théâtres qui, pendant très longtemps, ont été fermés dans certaines parties de l'Angleterre parce qu'on estimait que enfin, ça avait été estimé par les puritains comme étant quelque chose d'un peu immoral. Je parle également, à un moment, vous avez cette scène avec ces soldats dans la rue, donc pour expliquer que les militaires ont vraiment occupé, c'était une dictature militaire, mais ils avaient un rôle effectivement extrêmement majeur dans la vie du pays à l'époque. En plus, dans un contexte où il y a eu une forme de réforme de l'armée anglaise avec des uniformes, une organisation, etc., beaucoup plus professionnalisée. Donc après, bon, notre personnage poursuit sa aventure. Là, ici, il rencontre le major général et il récupère, enfin, il fait valider, entre guillemets, son voyage. C'est l'occasion aussi, des fois, de discuter un peu du peu, en fait, d'intérêt que le protectorat semblait avoir pour l'économie de l'Angleterre, puisque globalement, le régime a pris énormément de mesures morales et très peu de choses liées à l'économie, en fait, à l'exception de quelques mesures, je crois, pour taxer les bateaux étrangers, mais c'est très limité. Je parle aussi de quelque chose qui n'est pas connu, c'est que
Cromwell, enfin oui, sous Cromwell, effectivement, les Juifs ont été autorisés à revenir en Angleterre. Ils avaient été expulsés en 1290, et donc c'est à cette époque qu'ils ont été autorisés à revenir en Angleterre. Donc, je parle d'un certain nombre de choses. Je parle également de la guerre comment dire, anglo-hollandaise, qui s'était déroulée à l'époque. Donc, il y a eu de nombreuses batailles navales. Et j'introduis à ce moment-là le personnage de Rachel. Donc, c'est une femme qui rencontre le narrateur sur la route. Et c'est une femme qui est assez, qui détonne un peu parce qu'elle est très franche dans un pays qui normalement est très puritain et très à cheval sur, on va dire, la discipline. Et elle propose, enfin ils s'entendent tous les deux pour se revoir plus tard. Donc ensuite notre personnage rencontre Cromwell en personne et c'est l'occasion de parler un peu du personnage de Cromwell parce que il a été effectivement, bon, il a dirigé l'Angleterre pendant plusieurs années avec le protectorat. Et il avait vraiment une obsession autour de son projet on va dire, bon, ce qu'ils appellent du républicanisme, mais vraiment d'abolir la monarchie. Et notamment, c'était sous Cromwell qu'on avait inventé un serment qui disait: Je déclare et promets que je serai loyal et fidèle au Commonwealth d'Angleterre, tel qu'il est actuellement établi, sans roi ni chambre des lords. Également, ce qui est intéressant sur Cromwell, c'est que derrière le fait que ce soit une figure historique, au tout début, c'est quelqu'un qui est assez, je dirais, banal, qui est presque dans l'ombre, hein. C'était un parlementaire et un soldat, et c'est les guerres civiles anglaises qui l'ont fait connaître. Je profite également, puisque notre personnage repart, et on lui demande de faire un peu office d'interprète avec un homme qui est détenu. C'est l'occasion de parler d'une révolte tentée par les royalistes à l'époque du protectorat pour reprendre le contrôle de l'Angleterre. J'en profite également avec cette autre image pour parler un peu de l'organisation je dirais, étatique du protectorat et notamment ce qu'on appelait le Conseil d'État. Donc notre narrateur retrouve Rachel chez elle, donc après bon je vais pas ces détails, c'est très pudique mais bon bref en tout cas ils passent la nuit ensemble et le personnage est un peu mystérieux et en plus notre comment on appelle ça, notre héros français, bah lui aussi il peut pas tout dire et donc il y a un peu une forme d'ambiguïté qui s'installe. Et notre ami finit par repartir à un moment vers la France tout simplement et donc ça c'est un ajout que j'ai fait un peu plus tard dans le roman pour mieux articuler les choses, et ben ils finissent par se revoir en France en 1159. Tout simplement, c'est l'année où Cromwell est décédé. Et donc voilà, donc il y a une scène où ils se revoient tous les deux au bord de la mer du côté de la côte française. Ensuite, le troisième, c'est Phoebe and the Road. Alors ça, c'est un roman graphique aussi. C'est un peu particulier. J'ai voulu faire quelque chose, pas d'autobiographique, mais un peu d'introspection personnelle sur l'adolescence. Et donc, il y a des choses qui sont, oui, qui pourraient être liées à ma vie, et puis d'autres qui ne comment on pourrait appeler ça? Qui ne le sont pas, mais l'idée c'était de présenter notamment une adolescence un peu, comment je pourrais dire, un peu pas complexe, mais un peu chaotique, un peu désorganisée. Bon, moi j'étais pas peut-être à ce point désorganisé que Phoebe dans ce roman graphique, mais bon, c'était l'idée d'évoquer pas mal de thèmes, notamment bah, les questions un peu qui existent à l'adolescence, hein, des fois le fait de tout simplement trouver sa place, la question identitaire, bon, les bêtises qu'on peut faire quand on est plus jeune, etc. Et il y a des choses un peu plus sérieuses, notamment autour de la culpabilité, la morale, etc. Donc, il n'y a pas forcément une histoire continue comme dans le précédent, c'est plus un peu des vignettes un peu fragmentaires. Donc notre amie a eu des problèmes un peu d'ordre psychiatrique, et donc l'histoire commence où elle a eu des soucis, et on la voit ici, elle est en train de passer ce qu'on appelle le test de Rorschach pour, on va dire, l'aider, puis connaître un peu sa personnalité. Notre amie, elle a aussi des problèmes de langage. Enfin, c'est pas grand-chose, mais elle a un cheveu sur la langue, enfin, ce qu'on appelle zozoté ou enchantement, je crois qu'on dit. Et donc, c'est un peu aussi le but du roman, c'est partir d'un personnage, enfin, d'une adolescente, en l'occurrence, un peu pas en difficulté, mais qui a un peu on va dire, des handicaps, et qui aussi grandit, et en même temps apprend, on va dire, un peu à s'améliorer. Donc il y a plusieurs vignettes un peu comme ça, notamment le personnage se découvre une grande passion pour l'anglais,
notamment parce que dans l'histoire, ne réussit pas du tout à l'école, mais pour une raison qui est un peu connue, d'un coup, elle se passionne pour les livres d'anglais et sa professeure d'anglais est très content, de la soutenir. Donc je raconte beaucoup de choses qui sont un peu liées à l'adolescence, enfin bon, des gens qui ont été dans un collège ou un lycée, français dans les années, 2010 par là et cetera connaîtront. Donc il y a des choses par exemple comme des blocus, des choses comme ça ou des manifestations un peu d'extrême gauche. Donc ceux qui ont été dans des environnements comme ça, enfin dans des environnements typiquement français, se reconnaîtront un peu. Donc il y a un certain nombre de choses sur ce personnage. J'ai aussi des réflexions un peu sur l'intimité, mais pareil de façon assez publique, avec un personnage qui lit des livres de Freud, donc ce qui est très étonnant pour une adolescente, mais c'était l'occasion de réfléchir sur ce sujet d'une manière un peu, on va dire, un peu intelligente et d'une manière un peu atypique. C'est aussi un personnage qui est un peu décalé. Là, par exemple, dans cette vignette, elle aime bien un peu se mettre un tout petit peu, enfin, faut croire qu'elle se met en danger. Et donc là, c'est rigolo. Elle attend que le bus soit à une certaine distance et elle traverse de manière un peu précipitée. Elle va pas se faire écraser, mais c'est pour se faire peur. Je raconte aussi des choses. Bon, ça c'est presque peut-être autobiographique avec euh, où elle travaille, elle a un job d'été. Donc là, moi j'ai fait ça quand j'étais plus jeune, j'étais magasinier. Et donc, ce que je lui attribue comme action, ce sont des choses que j'ai faites hein, les premiers jours dans cette boîte. Ok, bon, j'ai fait un peu des paquets et tout. Et puis des fois, on va dire, je m'égarais, j'allais un peu, un peu partout. Et les gens n'étaient pas très contents. Et il a fallu que je me discipline et que je me reconcentre. Donc notre personnage, bah, comme moi, a un intérêt pour la photographie, donc j'en parle un peu dans l'ouvrage. Et à un moment, notre personnage, du fait de ses problèmes et de ses habitudes de vie un peu particulières, finit par être envoyé prendre le grand air avec ses parents très loin de chez elle. Donc elle prend le train ici. Et donc elle se retrouve un peu isolée à la campagne, donc ce qui pourrait être une espèce pardon, d'internat. Et donc, bon, bah, tout simplement, il y a la forêt, etc. et compagnie. C'est aussi un personnage qui a un peu du mal dans ses relations avec les autres. Donc, bon, là, c'est une fille, elle a du mal avec les garçons, mais le personnage a du mal dans ses relations avec à peu près tout le monde. Euh, c'est également un personnage, des fois, qui est un peu énigmatique. Par exemple, elle remarque un garçon, mais on sait pas trop pourquoi. Bon, elle l'aborde pas, elle est des fois beaucoup dans l'observation, etc. Et les autres aussi hein, finissent par sentir qu'elle n'est pas, on va dire, comme tout le monde. Donc notre personnage fait des bêtises aussi d'adolescent, donc tout le monde n'a pas fait ça. Et en l'occurrence ici, bon, elle pense qu'elle fait quelque chose de... Bon, c'est vrai qu'effectivement c'est pas je dirais, très légal, mais effectivement elle entre par effraction dans un bâtiment, bon qui est plus occupé depuis longtemps, mais bon c'est quand même pas à faire. Et il lui arrive un certain nombre de soucis, notamment avec la justice. Bon c'est pas dramatique, mais notre personnage effectivement se fait arrêter par rapport à cette rentrée dans le bâtiment et elle est accusée d'avoir volé des choses et donc c'est effectivement le cas, elle est obligée de laisser ses empreintes et elle doit rendre l'objet qu'elle a volé dans ce bâtiment. Donc voilà, bon, c'est des petites choses un peu comme ça. Bon, c'est des bêtises adolescentes, d'adolescents, mais c'est marrant de montrer un peu comment l'identité peut se construire à cet âge-là avec un peu des petites bêtises, mais ça fait partie de l'apprentissage. Et notre personnage est aussi un peu antisocial, puisque c'est son trip dans cette histoire, elle vend des cigarettes aux autres, donc ce qui normalement n'est pas très légal. Elle a également des difficultés relationnelles, donc en l'occurrence ici il y avait un garçon qui l'appréciait, mais elle n'est pas capable elle ne communique pas comme les autres, elle est déphasée, et à un moment bah, ça finit par générer beaucoup de tensions. Et vers la fin du roman, il y a un peu un drame qui se noue, hein, notre personnage, notre adolescente, un jour voit quatre personnes, donc ici sur la photo, partir sur une route. Visiblement, ils sont en train de se disputer. Sur quel sujet, c'est pas clair. Et il y a notamment le garçon dont je parlais précédemment. Donc elle commet encore des larcins. Donc ici, elle participe à ce qui pourrait être une sorte de cambriolage. Elle a également une amie qui s'appelle Betty. Et un de leurs loisirs, c'est de passer du temps ensemble à la campagne sur la motocross de son amie. Et des fois d'aller chez elle et d'écouter de la musique toute la journée. Donc sans tomber dans quelque chose qui serait désir d'homosexualité, c'est intéressant parce que ça fait réfléchir aussi des fois sur les ambiguïtés, des fois un peu affectives qui peuvent exister à l'adolescence. Des fois, vous avez des garçons, des filles qui ont une certaine proximité et les gens peuvent s'interroger. Donc, ça fait réfléchir un peu sur tout ça aussi. Donc, là encore, elle refait des choses qui sont assez étonnantes.
Elle a également, sans doute lié à ses soucis un peu psychiatriques, au tout début du roman graphique, des fois elle pense qu'elle est suivie quand elle, se balade faire des photos en forêt et donc c'est comment on appelle ça? C'est intéressant, de se dire un peu que peut-être que on appelle ça? Ce sorte de choc qu'elle a connu au début du roman est pas tout à fait, dissipé, qu'il y a toujours chez elle une part pas sombre, mais un peu peut-être, perturbée. Et donc, dans notre roman graphique, il arrive un drame. Il y a des gens qui sont, malheureusement, il y a un meurtre qui est commis. Et donc, comme notre amie est déjà plutôt asociale et qu'elle s'est fait remarquer pour on va dire des petits délits, pour une attitude un peu baroque, elle est à nouveau convoquée. Évidemment, elle n'a rien fait, mais c'est vrai que forcément, quand vous êtes un peu marginalisé, en plus des fois vous sans commettre sans faire de la grande délinquance, que vous faites remarquer pas toujours pour des bonnes raisons, des fois les gens peuvent penser à vous. Donc voilà ce dont je parle. Et notre ami est convoqué un jour devant le tribunal par rapport à cette affaire. Et ça se passe très mal pour elle parce que bah, elle, elle a probablement une forme de... Même si elle n'a rien fait, elle a peut-être une culpabilité par rapport à ce qui s'est passé. Et donc forcément, bah, ça va vite dérailler parce que elle est devant le tribunal. Les assesseurs, etc., les juges ne l'ont pas, enfin, elle n'est pas convoquée en tant que coupable, mais la personne porte une forte culpabilité. Et en plus, effectivement, elle n'était pas très bien intégrée, etc. Et donc elle a peur, elle est maladroite, et ça se passe effectivement très mal pour elle. Donc il y a une dispute assez sévère avec un des membres, si c'est un avocat, je crois, voilà. Et donc ça se termine sur euh, la culpabilité justement un peu latente de l'adolescente, où elle se souvient par rapport à cette affaire, elle dit qu'elle se souvient très souvent de cette route où elle aimait se promener. Tout était très silencieux et vide, et elle dira à la cour que en étant sur cette route, enfin, où elle croit avoir apercevoir les personnes qui étaient impliquées dans cette affaire d'homicide. Donc voilà, donc c'est un roman sur l'adolescence, alors une adolescence un peu chaotique et introspective, et bon, effectivement, avec de la délinquance un peu, bon, on va dire, enfin délinquance c'est un grand mot, des petits larcins on va dire, et puis des sujets plus sérieux autour peut-être de la sexualité, de la culpabilité, de la morale, et des choses comme ça. Voilà. L'autre que j'ai fait, c'est sur Camille Claudel. Donc Camille Claudel, c'est une personne qui est très connue. C'était enfin, elle était sculpteur. Elle avait notamment elle a eu une relation avec Auguste Rodin. Malheureusement, cette femme a été internée pendant pratiquement 30 ans. Et en dépit de son talent en plus, de ses capacités artistiques. Et malheureusement, elle est morte en 1943, durant la Seconde Guerre mondiale, dans ce qui est un peu tabou en France, c'est-à-dire que à l'époque c'est le gouvernement de Vichy en 1943 qui dirige une partie de la France, et enfin, on pense hein, qu'on a un peu organisé la mort malheureusement de beaucoup de gens en asile psychiatrique, tout simplement parce qu'il n'y avait pas assez à manger, et donc on a décidé de ne pas nourrir suffisamment ces personnes, mais de manière parfaitement conscientée, et beaucoup d'entre eux malheureusement sont morts à cette époque, dont Camille Claudel. Et donc c'est un roman graphique un peu introspectif où je la fais parler à la première personne à travers différents souvenirs pour, qu'on appelle ça, réfléchir un peu à ce qui, on peut ça, le moment où les choses auraient pu se briser, et donc revenir un peu sur sa vie, simplement biographique. Donc on commence par un souvenir d'enfance. Donc en fait, ce sont pour expliquer, ce sont des photos, notamment certaines historiques, donc là, c'est une photo où elle était enfant, et puis des photos d'autres lieux, et puis des photos où elle était avec des amis, des choses comme ça. Il y a un certain nombre d'archives qui sont disponibles en ligne, et ces photos ont été converties voilà, en dessin en noir et blanc. Donc ça commence avec un souvenir d'enfance, et donc bon, bah, c'est une photo de famille, tout ce qu'il y a de plus classique, et avec un commentaire, avec un personnage qui est peut-être un peu déjà un peu désabusé dans ses pensées, en regardant cette photo et en se disant que bon, bah, c'est trois enfants avec leur père, et en faisant qu'il n'y a rien du tout à ce moment-là qui pourrait annoncer malheureusement le destin tragique qui va arriver à Camille Claudel. Donc il y a plus des souvenirs comme ça un peu qui sont faits, notamment par exemple avec la maison d'enfance, etc.
Également un portrait, en plus j'aime bien ce portrait parce que c'est vrai qu'elle a l'air un peu triste et un peu, tendue. Donc il y a beaucoup de réflexions aussi un peu, bon, c'est évidemment c'est fictionnel, mais un peu sur les états d'esprit possibles de cette personne à différentes étapes, de sa vie. Et notamment, il y a un certain nombre de souvenirs croisés, donc des choses à la fois, on va dire plutôt lumineuses, comme les souvenirs d'enfance, etc., ou des choses avec des amis, et enfin, entrelacées avec peut-être ce qu'elle a pu penser malheureusement de ce qui est arrivé quand elle a été internée, etc. Donc tout ça est entrelacé entre l'hôpital, l'enfance, son travail de sculptrice, un peu sa relation avec Rodin, des choses aussi un peu sur la famille, notamment son frère. Ça avait fait un peu polémique, enfin pas polémique, mais aujourd'hui, des fois que le regard, le recul, la famille a été très distante quand elle a été tout simplement internée. Donc ça entremêle également voilà, des souvenirs on va dire, de groupe, etc. Et voilà, à chaque fois on revient, il y a toujours ce retour un peu avec également, bah, malheureusement, comment était la psychiatrie hein, à cette époque-là en France ou dans d'autres pays, hein. C'était très précaire. Je dis pas qu'il n'y ait pas de soins pour les patients, mais des fois ça peut être assez euh, brutal, tout simplement. Donc voilà, il y a un certain nombre de choses. Par exemple, il y a ça, ce que j'aime bien, parce que notamment elle avait participé à l'exposition universelle de 1900 et il avait gagné un prix pour ses travaux. Et puis on entremêle comme ça les choses, et puis on va jusqu'à la fin de sa vie. Et donc notamment, ça c'est une photo historique où elle est âgée avec une amie à elle, et ça se termine sur malheureusement le cimetière où elle est enterrée. Et donc avec un vœu un peu de silence, bah, pour un personnage qui avait, simplement pour une femme qui avait un talent, je dirais un talent qui était quand même assez fou, qui était très créative, donc qui avait sans doute une personnalité un peu compliquée, mais qui ne méritait sûrement pas, en dépit peut-être des possibles problèmes psychiatriques qu'elle pouvait avoir, d'avoir sa vie complètement détruite avec 30 ans malheureusement d'internement et puis une mort dans des conditions euh, assez, pas détestable, mais en tout cas très loin de ce qu'elle aurait pu avoir comme vie si peut-être on s'était occupé d'elle un peu plus, on va dire de manière un peu plus normalement, en tout cas pas l'enfermement pendant 30 ans dans un hôpital psychiatrique. Donc voilà. Je passe au cinquième, donc ça s'appelle The Shape of Silence. Euh, alors celui-là c'est un peu particulier. Quand j'étais plus petit, j'avais un jeu que j'adorais beaucoup qui s'appelait Metroid 2. Donc là je vais pas vous montrer des images comme ça, j'en ai pas prévu, mais c'est un jeu qui était pour Game Boy. Donc pour ceux qui connaissent, ça date d'il y a très longtemps. Et c'est un jeu qui a une atmosphère très particulière parce qu'ils ont voulu, bon la Game Boy c'était un peu limité, ils ont voulu reproduire l'ambiance d'une planète qui était autrefois peuplée avec des grandes ruines, etc. Mais étonnamment, étrangement déserte, étrangement silencieuse, et en fait bon, dans l'histoire du jeu, en fait c'est une sorte d'espèce alien qui a on va dire, colonisé la planète et qui a un peu tout détruit. Et donc j'ai essayé de reproduire un peu cet état d'esprit du jeu, bon qui était déjà bien fait sur Game Boy, mais là de faire quelque chose d'un peu plus, on va dire, plus artistique. Et donc le roman est roman graphique et raconte les pérégrinations du personnage un peu comme dans le jeu. Mais c'est beaucoup là ce qui a été fait c'est beaucoup travaillé sur l'atmosphère, notamment l'atmosphère un peu étrange qui existe dans ce jeu vidéo, c'est-à-dire que il n'y a rien qui est expliqué à l'écran, il n'y a pas de petits intertiles, etc. Et le personnage, tout simplement, bah, en se déplaçant, hein, découvre des ruines abandonnées, etc. Et il y a une espèce d'ambiance qui est un peu étrange, quoi, parce qu'on découvre par exemple, dans le jeu, je crois, il y a une station hydroélectrique, des fabriques d'armes qui sont encore là, etc. Mais il n'y a plus personne, en fait. Il n'y a que ces ruines, il n'y a que quelques petites créatures qui se baladent, etc. Il y a une ambiance très étrange et étonnamment vide. Et on ne sait pas ce qui s'est passé. Donc c'est ce qu'essaie de restituer un peu ce roman graphique avec différentes scènes. Donc notamment, bon là c'est stylisé, c'est pas comme ça sur le jeu Game Boy, mais avec par exemple vous avez des ruines qui sont abandonnées au milieu de cavernes, vous avez des fois d'anciens tunnels, etc., qui sont un peu ouverts comme ça aux 80 ans, c'est pas à quoi tout sert, etc. Il y a une ambiance un peu d'étrangeté dans le jeu que j'essaie de reproduire avec ce roman graphique tout simplement. Donc il y a des choses qui sont un peu inventées, mais le but c'est de reproduire de manière un peu graphique l'ambiance du jeu, et donc notamment de reproduire cette ambiance un peu malsaine, un peu inquiétante, souvent de lieux qui sont très grands, qui sont vides,
où on voit qu'il y avait, des traces de technologie et cetera, mais tout est abandonné, tout est pourtant a l'air d'être en bon état et donc on ne sait pas ce qui s'est passé pour que ces endroits soient abandonnés et cetera et donc on se balade comme ça avec le roman graphique dans différents, qu'on appelle ça, dans différents endroits. Vous avez des choses, un peu sombres et cetera, notamment bon, c'est inspiré du jeu et cetera et là vous avez une scène où le personnage, se déplace dans un couloir avance un couloir et découvre une brèche dans le mur. Et vous avez, dans le jeu, c'est le cas, là, vous avez à l'image des sortes de robots qui flottent, etc. Ils ont l'air inoffensifs, donc il y a toute cette ambiance très étrange sur cette planète avec ce côté des structures massives, abandonnées. Il n'y a pas beaucoup de vie, il y a des petites choses qui ont l'air d'avoir été laissées comme ça un peu dans la précipitation. Et c'est une ambiance très étrange. Également, vous avez des créatures un peu assez menaçantes qui ont l'air peut-être d'être la source de ce qui a pu se passer sur cette planète. Et donc, un certain nombre de choses sont faites dessus. Donc là, bon, c'est pas ce que vous voyez dans le jeu, mais c'est un peu pour représenter l'ambiance un peu qui peut exister. Des choses un peu qui ont été, alors, qui n'existent pas tout à fait comme ça dans le jeu, mais qui permettent de réfléchir. Là, ici, c'est une scène où le personnage du roman rentre dans ce qui était visiblement une fabrique d'armes, mais il y a un sentiment d'étrangeté qui est très fort, quoi, parce que tout est en... C'est assez sophistiqué, pourtant tout est abandonné. On a l'impression que les gens sont partis peut-être depuis des décennies ou des siècles, ou même peut-être des millénaires, mais tout a été laissé en état, rien n'est cassé, donc il n'y a pas de signe apparent de destruction ou d'événements violents. C'est donc il y a d'événements violents, pardon, et qu'il y a une ambiance qui est très étrange. Il y a également quelques passages pour représenter un peu la solitude du personnage. Dans le jeu, bon, c'est sur Game Boy, c'est pas aussi immersif, mais vous avez des moments un peu où vous êtes tout seul face à des créatures qui sont assez agressives, mais le but c'était de s'inspirer un peu du jeu pour en tirer une ambiance un peu générale, un peu sombre comme ça, un peu étrange. Donc là c'est pareil, vous avez d'autres images de ruines. J'ai rajouté quelque chose qui était intéressant parce que dans le jeu, il est raconté qu'avant que le personnage arrive sur la planète, il y a une mission qui est censée être elle-même, une autre mission avant elle qui était censée avoir été déployée pour aller voir ce qui se passait. Et donc, sur cette image, c'est une scène qui est un peu inventée, où notre personnage eh ben, découvre ce qui peut rester de la précédente mission, mais il n'y a pas de cadavre, il n'y a rien en fait, il y a simplement les armes qui n'ont plus de munitions, les tenues une sorte de tenues de cosmonautes ont été visiblement sabotées, on a fait des trous, on a cassé un certain nombre de câbles, donc c'est un peu comme s'il y avait quelque chose d'un peu hostile, mais on ne voit pas la menace comme ça, on va dire, de visu. Donc là, c'est pareil, c'est de nouveau des grandes sculptures, des grandes ruines. Il y a de ça dans le jeu, hein. Il y a des structures qui sont de taille assez colossale. Donc on se demande bien qui a pu un peu construire ça. Donc il y a des choses qui sont un peu abandonnées, qui continuent à tourner. Et il y a cette ambiance un peu étrange. Donc ça existe dans le jeu, mais là, ça a été un peu plus poussé dans ce roman graphique. Et donc on arrive vers la fin du jeu, donc pour ceux qui ne savent pas, en fait, c'est une sorte d'espèce alien effectivement qui est un peu, qu'on appelle ça, un peu colonisé la planète. Et en fait ce qu'on découvre, c'est que ce sont les anciens habitants qui ont probablement fabriqué cette créature pour des raisons qui ne sont pas explicitées dans le jeu. Et donc, on a un moment dans le jeu, on arrive effectivement à une espèce de petit laboratoire avec les petits monstres flottants qui sont typiques de la série euh, Metroid. Et donc, le roman refait en fait le chemin du personnage dans le jeu, mais avec plus de réflexion sur le silence, sur toutes ces grandes structures abandonnées, à quoi ça pouvait servir, et un peu le sens de toute cette mission, voilà. Et puis ça se termine sur, bon bah le personnage repart dans sa petite navette, comme dans le jeu Metroid 2. Et il y a aussi une réflexion sur, bon, parce que déjà dans le jeu, les espaces sont très vides, c'est très silencieux, et donc il y a une réflexion sur le fait que là, déjà la planète était plutôt silencieuse, il n'y avait pas il y avait plus beaucoup de vie dessus, et là, ce sera vraiment le silence complet. Donc voilà. Et la sixième, alors ça c'est un énième épilogue sur le film Threads. C'était pour trouver une fin qui soit jolie et adulte. Donc, en gros, l'idée c'était d'imaginer le film. Bon, l'univers du film démarre peut-être en 1984, ça se finit en 1997 dans le film, l'histoire qui est racontée, et donc ça s'appelle Threads 1998. Et l'idée, c'était de donner un peu la voix aux survivants et aux personnes qui auraient permis à nos survivants du film
de continuer, à vivre malgré tout. Donc c'est en lien avec les essais que j'ai faits, que je redécris pas forcément, ici pour cette vidéo. Et donc, j'ai introduit un certain nombre de personnages, donc vous en avez beaucoup. Vous avez d'anciens officiers de l'armée britannique, des gens qui travaillent dans le textile, des gens qui étaient d'anciens fonctionnaires, des soldats, des agriculteurs, etc. Et donc, c'est de raconter un peu, d'avoir une espèce de fresque un peu sur ces survivants qui ont tenu bon malgré la guerre nucléaire décrite dans ce film, etc. Et qui ont réussi à être solidaires et à travailler ensemble. Et donc vous avez un certain nombre de portraits qui sont faits. Donc là, vous avez un ancien officier de l'armée britannique qui, dans le scénario que j'avais fait dans ces essais, ont participé un peu à la reprise en main au moment où c'était très chaotique. Vous avez des témoignages aussi un peu plus, peut-être, un peu plus naïfs, touchants, comme par exemple ici, ce sont des enfants qui sont face à la mer du Nord. Et j'aime bien ce personnage de Jimmy parce que c'est le grand frère, comme il s'appelle. Et notamment, je raconte un passage un peu naïf où c'est dans l'année après l'attaque sur le Royaume-Uni. Et ses parents, notamment sa mère, sont en pleurs parce que ils ont des nouvelles catastrophiques de certaines régions d'Angleterre. Et ses parents parlent de cannibalisme, mais c'est un enfant. Et donc il ne sait pas ce que veut dire ce mot. Et c'est un mot, j'explique dans le texte, qui finit par ne comprendre que plus tard, le jour où il accède à un dictionnaire. Je raconte également comment la société a pu tout simplement perdurer, hein, donc c'est-à-dire organiser des nouvelles activités, mobiliser des enfants, créer des nouveaux métiers, etc. Donc là, vous avez des adolescents qui travaillent dans le textile. Je raconte l'histoire d'un jeune homme qui cite à, je crois, être l'école primaire. Et donc, en fait, chaque personnage, bon, euh, comment on appelle ça, parle un peu d'institutions, de choses qui auraient permis à la société de tenir et aussi à travers leur histoire personnelle. Par exemple, lui, il était très jeune au moment de la catastrophe et il se souvient des scènes pendant l'été, environ un an après l'attaque, où c'est le chaos complet. Il y a des combats de rue entre des militaires et d'autres personnes, il n'y a pas à manger, etc. Et donc ça permet de raconter à la fois la catastrophe et comment les gens ont pu s'en sortir ensemble. Donc il y a un certain nombre de personnages. Par exemple, il y a un agriculteur de la région de Suffolk qui raconte notamment comment lui, il était un peu désespéré parce qu'il était à la campagne. Il a dû travailler avec les autres pour accueillir des réfugiés qui venaient des villes. Et en même temps, ils ne savaient pas s'ils auraient de l'essence pour leur carburant, pour faire tourner leur machine agricole l'année suivante, etc. Donc ça permet de raconter tout un tas d'enjeux qui auraient pu émerger, comment les gens auraient pu travailler ensemble pour s'en sortir. Vous avez par exemple Stanley qui, lui, sans raconter des histoires d'ordre, je sais pas comment dire, logistique ou technique, lui, c'est un peu le souvenir en côtoyant des gens qui ont connu le monde un peu d'avant, et puis la réflexion sur ce qui reste ou pas après une telle catastrophe. Donc vous avez tout un tas de personnages qui sont présentés, qui permettent d'illustrer plusieurs facettes de ce qui avait été détaillé dans ces essais sur le film Threads, qui est un film de 1984, produit pour la BBC. Donc vous avez un certain nombre, comme je disais, de portraits. Par exemple, vous avez ici Alice, elles sont dans une région extrêmement excentrée du Royaume-Uni. Il n'y a pas d'aide, c'est très compliqué, c'est très violent. Et donc se pose des questions de comment un peu les gens s'en sortent, etc. dans un contexte très dégradé. Vous avez Niel, par exemple, qui lui est un fonctionnaire qui est censé coordonner un certain nombre de services après la catastrophe. Et donc il raconte son désespoir pour essayer de faire tenir tous les morceaux ensemble dans un lit qui est complètement fragmenté et cassé de part en part. Donc là, il y a un certain nombre de choses, enfin il y a d'autres choses, etc. Et notamment, je parle un peu de moi parce que c'est pas pour un problème d'ego personnel, mais c'est un travail qui m'avait beaucoup tenu très à cœur sur ce film. Et donc je raconte un peu mes motivations. Et notamment, je conclus avec une photo où je marche avec un des personnages dans l'est de l'Angleterre. Bon, je ne rentre pas dans le détail parce que c'est un travail qui avait été fait notamment sur l'agriculture. Et donc, pour réfléchir un peu à ce qui pourrait rester, à ce qu'on pourrait reconstruire du Royaume-Uni après une attaque nucléaire massive sur ce dernier, voilà. Et donc, ce sont c'était les six romans graphiques de cette année, pardon. Donc voilà, si ça vous a plu, je vous invite à laisser un commentaire.